Bonsoir à tous, merci d'être restés dans le track du Guillard. Vous avez bien fait, c'est le meilleur track des deux. Je m'appelle Christophe Romaneux, je suis ingénieur chez Microsoft R&D dans l'équipe Azure et Cloud Advocate. Et donc aujourd'hui, on va faire deux sessions donc, sur le track du Guillard. La première, c'est celle-là où en fait on va pouvoir créer une application qui a des sens, sans forcément être un expert de l'IA, avec des services dits pré-packagés. On va voir les différents services d'IA qu'il y a dans Azure. Pour des services un petit peu plus avancés, c'est ce qu'on voit dans le track de l'IA. Mais vous verrez que finalement, pour plein de cas d'usage, vous pouvez peut-être vous en sortir uniquement avec ces services-là. Si vous souhaitez me joindre, vous avez mon handle Twitter ou GitHub en bas. Et je m'excuse d'avance, en général j'ai l'habitude de tard dans la nuit, je pense qu'il n'y a plus rien à voir. Mais j'ai 24 heures d'avion demain matin. Donc dès que j'ai fini ma session, je vais l'exercer. Si vous avez des questions, vous pourrez me joindre sur Twitter, j'y répondrai dans mes escales. Il y a une partie, vous pouvez aussi les poser, n'hésitez pas après, dans les tracks, il y en a une partie où on saura probablement répondre directement. Comme ça. Alors c'est parti. Donc on a fait un ensemble de services dans Azure qu'on appelle les Azure Cognitive Services. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais les slides aussi sont accessibles dans le contenu. Prenez juste la photo, on vous mettra le lien pour aller récupérer tout ça. Et là, vous pouvez profiter de la présentation. Ça vous permet de développer des applications intelligentes. D'accord ? Alors on verra ce que ça veut dire application intelligente, et on ne va pas voir tous les services cognitifs, il y en a beaucoup. Les services Azure Cognitive Services sont dans deux catégories. Il y a toute une série de services qui sont prêts à l'usage. Vous avez besoin de rien faire à part de créer dans Azure, bien évidemment, le service, puisque c'est facturé, donc qu'on sache que c'est vous qui appelez et que c'est vos données qu'on va manipuler, etc. Mais vous avez besoin de rien, ils sont utilisables directement. On va en voir un, par exemple, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, d'un service qui analyse le sentiment de texte, pour voir si c'est positif ou négatif, mais ça s'utilise directement. Il y a, pour certains de ces services, une version personnalisable. Vous avez peut-être, vous, déjà des données que vous souhaitez entraîner, vous souhaitez reconnaître, par exemple, je vais vous faire une démonstration de Custom Vision qui permet de reconnaître des objets à partir d'une photo. On a déjà fait tout un entraînement, je vous l'expliquerai, mais en fait, vous allez arriver, vous, avec vos photos, et vous allez expliquer au modèle ce que vous souhaitez reconnaître, en fonction de votre cas d'usage. On verra une démonstration de ça. L'intelligence des applications, ça va arriver de plus en plus dans tous les types d'applications. L'une des applications dans lesquelles on est aujourd'hui chez Microsoft en train d'infuser de plus en plus d'intelligence, c'est Office. Office, parmi les fonctionnalités que les gens n'utilisent pas trop, on a Translator, qui est un plugin à installer par-dessus PowerPoint, un plugin gratuit, qui vous permet de faire plusieurs choses. Ça vous permet de traduire instantanément toutes vos slides dans une autre langue. Vous appuyez sur un bouton, vous choisissez la langue de destination, et si vous avez 500 slides dans votre deck, ça traduit les 500 slides d'un coup. Ça vous permet aussi de faire de la transcription automatique. C'est-à-dire que du moment que vous avez un micro sur votre PC et que vous n'êtes pas trop loin, et bien vous allez avoir une petite barre qui va s'afficher en bas ou en haut et qui va écrire ce que vous êtes en train de dire. Et les gens en lien peuvent se connecter, peuvent l'avoir dans leur sur leur téléphone mobile. Voilà. Autre chose qu'on est en train de faire, c'est Design IDs. Donc ça, c'est si vous avez Office 365, les dernières versions de PowerPoint. Sur PowerPoint, là aussi, vous avez un outil, en fait, vous mettez juste vos images, votre texte, etc. Il va vous proposer des dizaines de slides automatiques par rapport à ce qu'il a vu sur vos slides. Moi, je parle beaucoup de PowerPoint, ça se met dans les autres produits. Outlook, on est en train de faire un certain nombre de fonctionnalités pour vous aider à caler mieux des réunions, en disant ben voilà, si vous souhaitez inviter telle personne, elle est généralement pas disponible à ce créneau-là, donc on vous recommande un autre créneau pour faire un meeting à cette personne-là. Et dans Word, on est en train de travailler sur un assistant CV. Si vous allez ouvrir un CV dans Word et que vous le liez à une annonce LinkedIn, on va vous dire attention, il y a tel et tel élément qu'il faut faire ressortir dans votre CV, ça ne ressort pas assez pour matcher cette annonce à laquelle vous souhaitez publier. Ça, c'est pour vous donner des exemples un petit peu concrets qui parlent à tout le monde
une application business assez classique qu'on a l'habitude de composer depuis des années, mais qui va être rendue un petit peu plus intelligente. Ça, c'est la photo, la slide que vous voulez prendre en photo peut-être. C'est la slide que vous allez retrouver, le aka.ms/ai-night-beginner. Vous allez tomber sur le repo GitHub qui contient les slides et les contenus de la présentation. Il y a le contenu pas à pas aussi pour les... Il y a le contenu pas à pas, donc même sans la vidéo, vous êtes capable de refaire en suivant pas à pas la présentation. Je pourrais le rafficher à la fin si vous voulez. Alors, on a beaucoup d'API dans les connective services et on travaille à en créer de nouveaux assez régulièrement. L'idée, c'est que dès qu'on voit une manière d'utiliser l'IA, un besoin assez générique d'utiliser l'IA, on va essayer d'en faire un service cognitif. Et après, on a bien évidemment plein de services pour construire soit une IA si on a des besoins assez avancés. Donc là, on peut voir une liste de services qui s'étalent en fait sur différents domaines. On va avoir des domaines sur la voix, donc ça peut être de la transcription, comme je l'ai déjà donné un exemple. Ça peut être par exemple de la reconnaissance vocale. Qui est l'orateur? Qui est en train de parler en ce moment? Donc on peut entraîner un modèle avec une base de données de speakers et derrière on va lui donner un morceau d'audio, un morceau de vidéo et ça permet de dire oui c'est bien cette personne-là. On a des API qui vont faire de la computer vision, soit pour reconnaître un objet mais aussi pour reconnaître une personne. Uber par exemple l'utilise aux États-Unis pour l'application des chauffeurs. Un chauffeur s'est enregistré avec son permis, avec une photo, et quand il lance son shift sur Uber en disant je suis disponible pour prendre une course, il doit se prendre en photo avec son téléphone, se faire un selfie, et on vérifie que c'est bien la même personne. Il démarre le shift pour éviter quelqu'un qui passe toutes les autorisations et puis ce compte Uber finalement soit vendu, sous-loué à des chauffeurs qui n'auraient pas été éligibles. C'est pour vous donner un exemple de service. Les services d'IA sur Azure sont regroupés dans différentes catégories. On va avoir donc, tout ce qu'on appelle les AI apps et agents. Donc c'est tous les cognitive services, mais aussi Azure Bot Service. Azure Bot Service, c'est un service qui permet de créer des chatbots et qui va vous enlever une certaine complexité de la création de chatbots, notamment de le rendre multiplateforme. Un chatbot, il peut vivre sur votre page web, mais il peut vivre dans un Facebook Messenger, dans un WhatsApp, dans un Skype, dans un Teams. Et en fait, avec Azure Bot Service, vous allez coder votre bot une seule fois, et derrière, vous allez pouvoir le connecter à différents services de messagerie. Et puis ça vous simplifie le développement du bot. On a du knowledge mining, ça c'est un des gros cas d'usage. On a énormément de clients qui arrivent et qui nous disent ben voilà, on a une bibliothèque SharePoint avec 1 million de documents, la réponse est dedans. On la trouve. Voilà. Et donc on a un service Azure Cognitive Search qui essaie de faire ça. On a aussi quelques démonstrations qui utilisent un peu plus de services pour essayer de se rapprocher de ça. On n'est pas encore à la solution où en 2 clics on indexe tout le contenu de l'entreprise, mais c'est un petit peu la vision qu'on a et on a des premières briques qui y sont. Et puis après, on a des outils de machine learning. Donc Databricks, c'est un outil du marché. Azure Machine Learning, ça c'est un produit qu'on a nous qui est dans le track intermédiaire, qu'on présente dans le track intermédiaire. Et puis Azure AI Infrastructure, c'est tout simplement parce qu'en fait sur Azure, on a un certain nombre de ressources qui permettent d'accélérer la création ou l'utilisation de modèles. On a par exemple des serveurs qui ont soit des GPU, des cartes graphiques qui permettent d'améliorer la vitesse d'exécution des modèles de machine learning, voire des FGPA, donc c'est des cartes en fait physiques, mais dont la physique est reprogrammable pour aller encore plus vite que des cartes GPU. Donc on a toute l'infrastructure en fait pour faire tourner n'importe quel modèle d'IA, quel que soit le framework qu'on utilise. Ces deux ensembles de services sont utilisables par des gens qui n'ont assez peu finalement de connaissances en IA et on va en faire l'expérience ce soir. La partie machine learning, on a souvent besoin de data scientists, de gens qui eux connaissent les librairies, connaissent les frameworks et savent comment entraîner leur propre modèle. Donc pour le training d'IA, on va se concentrer sur les Azure Cognitive Services. Donc l'option 1 pour utiliser ces services cognitifs, je le disais, c'est tout simplement
de prendre un service qui est déjà construit, sans rien à faire, sans donner d'entraînement, et ça peut déjà vous servir à créer une application ou créer quelque chose. Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'avais utilisé sur un projet mobile pour récupérer les commentaires du store que les gens font sur l'appli mobile et extraire les mots importants et le sentiment global. Donc, si la personne, l'idée c'était d'avoir un nuage de mots-clés qui représente les plus grosses plaintes des utilisateurs. Mais c'était sur une très grosse application et on pouvait avoir 1 millier de commentaires dans la journée. Et donc, j'imaginais que tous les jours, aller lire 1 millier de commentaires pour comprendre ce qui n'allait pas dans l'application d'après les utilisateurs, c'était trop compliqué. Et finalement, avec des API comme celle que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui est réalisable dans la journée. Donc ça, je voulais un peu dire les différentes catégories de services cognitifs. Ce que je vais faire surtout, c'est que je vais vous montrer, je vais vous parler de ça, et puis je vais vous montrer le site que vous retrouviez facilement, puisqu'on en rajoute souvent. Je vais vous montrer un petit peu sur le site Azure comment on retrouve les services cognitifs, comment ils sont organisés. L'autre particularité des services cognitifs, c'est ce que vous avez ici. La première, c'est que tous les services cognitifs sont fournis derrière une API REST. Ça veut dire que normalement, n'importe quel développeur, je considère qu'un développeur doit savoir faire au moins une requête REST, HTTP, n'importe quel développeur est en mesure d'utiliser les services cognitifs. On a quelques SDK qui existent en fonction de services cognitifs spécialisés pour certains langages, mais finalement, on peut faire sa requête REST soi-même, quel que soit le langage, quelle que soit la plateforme. Ça veut dire qu'on peut très bien utiliser ces services cognitifs depuis un objet IoT qui est connecté à Internet, depuis une application iOS ou Android, ou depuis une application web. Et l'autre chose, c'est les tests, c'est-à-dire que de plus en plus, on en a parlé pendant la keynote rapidement, et de plus en plus, on fait en sorte que des équipes produits chez Microsoft utilisent directement ces services cognitifs. Et ne créent pas leur propre truc dans leur code. C'est le cas par exemple ça a été dit très brièvement, mais sur Xbox, quand vous lancez la Xbox, vous avez une espèce de dashboard où on vous montre des tuiles avec les derniers jeux, les dernières parties, etc. Eh bien, on a changé ce dashboard et les tuiles qui vous sont proposées sont proposées par le service de recommandation dont on parlait pendant la keynote. Donc c'est vraiment le service de recommandation qu'on vous fournit qui est derrière le produit, le dashboard Xbox aujourd'hui. Aussi que Microsoft utilise de plus en plus aussi des blocs de speech par exemple dans ses conférences. Avant c'était un peu le truc, on ne voulait pas le montrer parce que c'est pas parfait. Aujourd'hui c'est pas parfait, mais on est capable de montrer qu'on sait faire quelque chose avec, que ça apporte une plus-value et que si on l'utilise, on arrivera à le faire progresser aussi. C'est vraiment il y a un changement de paradigme un peu par rapport à l'utilisation de ces services. Après, je ne sais pas quelle est votre expérience, votre avis sur Microsoft. On n'est pas forcément si connu que ça pour l'AI, alors que ça fait plus de 20 ans qu'on en fait. Et côté R&D, c'est pas encore en production, mais côté R&D, on a dépassé ce qu'on appelle la human parity sur un certain nombre de verticaux, notamment la vision, la computer vision et le speech to text. Ça veut dire qu'on a des sets en fait d'entraînement où tous les gens qui font des modèles se battent avec ce jeu de test et on est capable de faire moins d'erreurs sur une transcription de voix sur le texte que l'humain. Voilà. Alors ce modèle-là n'est pas encore en production pour plein de raisons, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on arrive déjà à faire, ça nous fera que ça s'améliorer. Alors, ça c'est le même lien qui revient à chaque fois, donc si vous avez la photo tout à l'heure, c'est tout bon. Alors, là je suis sur le site d'Azure. Je vais aller sur azure.com, ça m'a redirigé sur azure.microsoft.com et puis je suis allé dans Produits et je suis allé sur Community Services. D'accord. Et je suis tombé donc sur cette page. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà un certain nombre en fait, de catégories de produits, de services. Alors je vais aller ici dans Directory, ce qui permet de voir l'ensemble vraiment des API et de ce qu'elles sont capables de faire. Donc on a des services computer vision, ça c'est quelque chose qu'on va voir ensemble tout à l'heure. On a des services un petit peu plus avancés comme vidéo indexeur. Vidéo indexeur en fait ça vous permet d'uploader une vidéo
et vous allez obtenir automatiquement la reconnaissance des speakers, c'est-à-dire que sur la timeline de la vidéo, vous allez avoir en bleu les endroits où le premier speaker parle, les endroits en vert où le deuxième speaker parle, les endroits en rouge sur le transcription verbale. Ça va automatiquement transcrire le texte et faire de l'OCR sur l'image. Notamment s'il y a des slides dans la vidéo, ça va indexer tout ça, ce qui me permet de faire une recherche sur le contenu qui va afficher à la vidéo ou qui est dit dans la vidéo. Ça peut faire plein d'autres choses. Donc on a vision, donc c'est globalement comment l'ordinateur arrive à voir du texte, voir des gens, voir des vidéos, voir de l'écriture. On a du speech, donc du speech ça va être que l'ordinateur comprenne ce qui est dit, ou puisse parler, ou puisse reconnaître qui parle. On a le langage, donc dans le langage il y a plusieurs choses. Il va y avoir la partie traduction, qui est la partie qu'on connaît le plus. La partie text analysis, je vais vous faire une démonstration juste après. La partie language understanding et Q&A maker, l'idée c'est de partir d'une phrase qui est saisie par l'utilisateur ou qui est dite par l'utilisateur et dans le cas de language understanding, comprendre l'intention de l'utilisateur, lui apporter une réponse. Language understanding ou LUIS, si vous avez déjà entendu ce nom-là, on l'utilise par exemple dans des chatbots ou dans des assistants vocaux. Il y a 18 façons de savoir qu'un utilisateur veut la météo de Paris. Donne-moi la météo, quel temps fait-il, est-ce qu'il va faire beau à Paris aujourd'hui? C'est trois manières, même si on a le texte écrit, c'est trois manières différentes de demander exactement la même chose. Et c'est ce que permet de faire. On a un nouveau en prévu qui est Immersive Reader, qui permet en fait de prendre une page web et de retirer tout ce qui peut nuire à la lecture, d'avoir vraiment par exemple pour un article, on n'a pas les articles suggérés, machin, les pubs en bas, on a juste vraiment l'article qu'on veut faire. Décision, c'est assez nouveau. On a trois services là-dedans. Anomaly Detector, c'est un outil qui permet à partir d'une série de données dans le temps, de détecter à un moment donné l'anomalie dans cette série. Par exemple, pour l'IoT, détecter si la température, il y a un pattern de température qui est anormal, et dans ce cas on va faire une alerte. C'est pas juste ça baisse, parce que peut-être qu'il n'y a personne dans le local le soir, donc à partir de 19h la température chute et elle reprend à partir de 9h du matin, c'est normal. Par contre, si elle chute trop ou si elle chute plus tard, là c'est anormal. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut détecter dans le détecteur. Et Personalizer, vous avez parlé avec les autres, on l'a vu à la vidéo. Et Search, c'est un ensemble d'API en fait, qui vous permettent de taper dans la base de données de Bing pour pouvoir enrichir en fait, vos applications avec les données de Bing. Alors on se dit, ça sert à quoi? Par exemple, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est Bing Local Business Search. Ça vous permet en fait de prendre toute la liste de tous les commerces, les pharmacies, machin, etc. qui sont dans Bing. Donc de proposer dans votre application, par exemple à un client, si vous êtes une société de livraison qui livrait qu'à des entreprises, vous pouvez proposer un champ de recherche qui va automatiquement chercher dans les business de cette ligne. Voilà, faire un auto-suggest personnalisé à partir des données de donc la première démo que je vais vous faire, c'est sur Computer Vision. Donc là, je vais cliquer sur Scene and Activity in Images, démo. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Cette démonstration, elle est faite en ligne, pas besoin de compte Azure, etc. Donc là, en fait, ce service-là, c'est un service qui n'a pas besoin d'entraînement. Ça veut dire que je l'utilise directement. Je vais créer ma ressource dans Azure, je vais une clé d'API qui permet de sécuriser la connexion et de savoir que c'est vous qui avez le service et de le facturer. Et on peut l'utiliser directement. Ce service, vous allez lui envoyer une image, un JPEG par exemple, ou une URL qui contient l'image à naviguer. Et ça ne va pas vous renvoyer une image comme ça c'est la partie UI, c'est le JavaScript qui rajoute les petits carrés. Ça va vous renvoyer un JSON, qui contient un certain nombre de choses. Il va contenir en fait, ici c'est un multiclasse, ça veut dire qu'on va essayer de détecter plusieurs choses sur la même image, et pas détecter l'image
dans son ensemble. Voilà. Parce que là, dans son ensemble, on aimerait dire c'est métro, station de métro, ou quai de métro. Là, je vais détecter ce qu'il y a vraiment sur l'image. Et donc, on va avoir en fait un certain nombre d'objets. Vous voyez qu'on a une personne, on va avoir un train, ou peut-être un véhicule, on ne sait pas trop, ce beau train. Et on a le rectangle, c'est ce qui nous permet en fait de savoir dans quel endroit de l'image on a détecté quelque chose. Donc là, il a bien détecté une personne ici, et puis a priori un train ou un métro ici. Si vous n'êtes pas familier avec le machine learning, ça ne vous donne jamais des réponses précises. Le machine learning, ce n'est que de la probabilité. Et donc, ce qu'on va obtenir, c'est un indice de probabilité ou un indice de confiance sur la prédiction qui est faite. C'est-à-dire que si on regarde en delta et le JSON, on voit en fait que le modèle ici de machine learning pense qu'à 76%, on a 76% de chance qu'a priori ça soit une personne. Ça c'est assez important à comprendre, notamment à expliquer au niveau du business, parce que souvent les gens pensent que quand même on sait que le machine learning il est parfait et qu'il s'arrête là, et on verra dans la deuxième démonstration, mais souvent justement on va avoir besoin d'itérer ce modèle, c'est de le mettre en production et de surveiller la production et de venir le corriger, enrichir les données pour améliorer la qualité du modèle. Et puis il y a peut-être aussi qu'est-ce qu'on fait avec cette prédiction. Je prends un exemple, et si on détecte que c'est une personne aussi, qu'on envoie une drogue pour la tuer, sauf que là, on avait ici 0,6% de chance que ce soit une personne. Donc ça aussi, il y a une responsabilité en fait dans qu'est-ce qu'on fait avec cette IA, quelle décision on prend derrière, quel va être l'impact de la décision qu'on prend à partir du résultat de cette IA qui est à prendre. On n'aura malheureusement pas le temps de parler d'éthique et d'IA ce soir, mais n'hésitez pas à me mettre sur Twitter si vous souhaitez en parler. Donc là, je vais faire avec plusieurs images, et puis je peux uploader aussi ma propre image. Alors, ça c'est pour le début de tout à l'heure. Donc je prends ce chat. Donc là, il a bien détecté un chat avec une bonne confidence, 0,94%. Et puis si je prends l'image de la ville, c'est pareil, il m'a détecté un certain nombre de buildings avec une relativement bonne confidence en fonction des buildings. Voilà. Donc, ça c'est pour vous montrer en fait le résultat final et puis le résultat ici de l'API. Après, c'est à vous de l'intégrer, vous n'êtes pas forcément obligé d'afficher les résultats comme ça à l'utilisateur. C'est peut-être juste vous pour ajouter de la métadonnée aux images que vous pouvez le faire. Moi, par exemple, je l'ai utilisé pour reconnaître des cartes. À côté de ma vie d'informaticien, je suis moniteur de projet, j'ai besoin de vérifier le document des gens. Et il y a plein de types de cartes différentes. En fait, les gens uploadent, ils prennent juste une série de photos de toutes leurs cartes. Et avec un modèle, alors pas celui-là, mais Custom Vision que je vais vous montrer juste après, je détecte quel est le type de carte qu'ils m'ont envoyé. Et je n'ai pas besoin de leur demander du coup, quel type de document ils envoient. Ils font juste uploader les documents. Et au fur et à mesure qu'ils uploadent le document, je leur dis ça c'est bon, tu me l'as envoyé, ton certificat médical c'est bon, j'ai reconnu que tu m'as envoyé un certificat médical, etc., etc. Donc finalement ça simplifie l'expérience utilisateur au lieu d'avoir 4 champs, le certificat médical, la carte de licence, la carte de niveau, ben non, il y a juste un drag and drop, je drag and tout, et moi je me débrouille à savoir ce que tu m'as envoyé. Si je peux vous demander, Oui. est-ce qu'il peut vérifier une carte d'identité par exemple? Alors, il n'y a pas de. Disons que les modèles sont pré-packagés, fournissent un certain nombre d'informations. Après, quand on va faire des informations plus spécifiques à un métier ou autre, c'est soit dans Custom Vision, soit. Typiquement, la carte d'identité, il y a plein de règles à vérifier. On ne peut pas vérifier juste comme ça, par exemple, tu as les champs en bas. Vérifier que certaines valeurs, etc. Donc, il faudrait faire un peu d'OCR pour aller dire ça, il faudrait vérifier qu'il y a bien les champs attendus, il faudrait vérifier que le visuel est correct. Il y a plein de réglematiques qui ne peuvent pas être faites en une étape. En tout cas, c'est pas pré-packagé en un seul truc. C'est surtout que c'est une donnée assez sensible. Donc, c'est le genre de produit qui n'est pas forcément exposé tel quel parce que ça reste un. Il y a des boîtes qui en font un business. Donc, on a des documents d'identité, il y a des boîtes qui sont. C'est juste par business. Fournir une API ou un service pour authentifier le document d'identité. Après, je me demande si votre use case, c'est j'ai besoin que la carte d'identité soit valide ou pas. Je m'en fiche à la limite, je veux juste la lire, après c'est pas moi de vérifier ça. Vous pouvez très bien faire
soit on observe le computer vision la partie OCR qui est la lecture de caractères, qui va arriver à lire tous les champs et va détecter la zone du nom, etc. Soit faire un combinaison de custom vision qu'on va avoir pour détecter la zone où il y a le nom normalement pour faire de l'OCR que sur cette zone-là. Oui, je l'avais monté en fait. Est-ce que vous connaissez Docker? On parle des conteneurs de nom. En fait, ces services-là, ils sont en ligne. Donc ça marche bien quand on a Internet. Ça marche beaucoup moins bien quand on n'a pas Internet. Pour plein de raisons. Parce que vous êtes sur un navire marchand, parce que votre business fait que vous n'avez pas... là où vous voulez utiliser cette reconnaissance d'image, vous n'avez pas accès à Internet. Vous avez le droit d'uploader. Vous avez le droit d'envoyer vos données. C'est pour ça que, pas pour tous les services cognitifs, mais pour ceux qui sont le plus utilisés, et qu'on essaie de, au fur et à mesure d'ajouter des services, on propose en fait que vous hébergiez ces services-là chez vous. Donc ça passe via Docker, qui est une technologie qui permet de packager une application et de venir après la déployer sur mon PC de développement ou sur une infrastructure plus importante. Donc là en fait c'est ce que j'ai fait juste avant la session, j'ai lancé le conteneur Docker. Je vais avoir besoin de ma clé d'API, donc c'est ma clé de facturation, et je vais avoir besoin aussi de lui donner une adresse web, puisque qui dit facturation, on dit qu'il faut qu'on sache ce que vous avez consommé. Donc en fait ce conteneur Docker a juste besoin d'avoir accès à cette adresse-là, il n'a pas besoin d'avoir accès au reste d'Internet, et cette adresse-là va juste envoyer des statistiques d'utilisation. Combien de fois vous avez appelé le système, et pas la donnée elle-même. Donc ça veut dire que votre administrateur IT est capable de verrouiller ce conteneur Docker, de lui donner juste cet accès à Internet là, et toute la reconnaissance et toutes vos données, toutes vos données restent dans votre société. Et là, comme vous voyez, je suis en train d'être sur du localhost, et je peux... j'ai avancé complètement la démonstration. Donc là, c'est une autre API, Text Analysis, qui vous permet d'analyser le sentiment qu'il y a derrière un texte ou une série de textes. Et donc là, on peut l'essayer, oui, exécuter. Donc pareil, pour utiliser cette API Community Services, c'est une API REST, on appelle cette URL là en lui passant, vous n'avez pas vu, pardon, je ne peux pas montrer, mais trois phrases en plusieurs langues, en lui demandant d'analyser ces phrases-là. Et puis, voilà le résultat. Voilà. Donc là, pareil, il va me donner un score. Donc, a priori, la première phrase est très positive. La deuxième phrase l'est un petit peu moins. Et la troisième, elle est à moins de 0,5, donc elle est plutôt négative. Et ça ne va pas quitter les textes que j'ai analysés ici, on ne va pas quitter mon PC. Il faut quand même un peu d'internet pour remonter les infos de l'utilisation. Par contre, il y a besoin d'une fréquence plus faible que si vous faites 20 appels, il ne va pas faire 20 envois de facturation, il va l'envoyer à un appel plus fin. Et la demande qui a été de dire c'est bien, mais ça ne répond pas à certains usages où on n'a vraiment pas internet, a été remontée depuis plusieurs mois et c'est un sujet qui est en train d'avoir en discussion avec les autres. Pour avoir vraiment quelque chose où, dans un usage où on n'a vraiment pas internet, ou plus qu'un utilise. Alors ça c'est l'option 1, mais l'option 1 elle ne convient pas à tous les cas d'usage. Donc l'option 2, c'est tout simplement de prendre une IA qui a déjà été pré-entraînée, et peut-être sur des millions et des millions de données, et de venir juste ajouter en fait vos données à vous sur la fin, pour vraiment avoir un modèle d'IA qui correspond à ce que vous souhaitez faire. Et c'est l'un des services qui propose ça, c'est Custom Vision. Custom Vision, ça ne vous permet pas, comme la démo que je viens de faire, de reconnaître n'importe quoi. Ça vous permet de dire en fait au service Custom Vision qu'est-ce que vous voulez reconnaître exactement. Sauf que, contrairement à un modèle de computer vision classique, comme on a déjà pré-entraîné un modèle générique, mais on a besoin de très peu de données d'entraînement pour pouvoir avoir des résultats qui sont assez bons. Le minimum, c'est 5 images par type d'objet que vous souhaitez reconnaître. Là, je vais vous faire une démo avec 30 images. Si on a entraîné depuis zéro un modèle de machine learning,
on aura besoin probablement d'un millier ou plus d'images avant de commencer à avoir des résultats. Pour vous montrer la différence qu'il y a entre les deux. Ce principe-là, en fait, je vais vous l'expliquer dans une démo directement. Hop là. Alors, Custom Vision est un petit peu particulier. On fait ça sur un certain nombre de services cognitifs. Et ces services cognitifs, on les fait évoluer très fréquemment, notamment l'interface utilisateur, pour qu'il soit le plus utilisable possible et le plus pertinent possible. Et donc du coup, ils ne sont pas dans le portail Azure. Parce que quand vous mettez quelque chose dans le portail Azure, on a des règles qui sont de qualité qui sont assez hautes, de tests, d'intégration, etc. Et ça freinerait en fait les équipes dans leur vélocité de développement. Donc du coup, il y a une petite partie qui est dans Azure, dans le portail Azure, mais c'est principalement la facturation. Et tout le reste est dans un portail dédié. Puis le jour où on aura le produit qui nous convient d'un portail dédié, probablement qu'on réintégrera ça au sein du portail Azure. Pour ceux qui ont travaillé avec le Node Framework, c'est ce qui est arrivé avec le Node Framework. Il a d'abord vécu sur son site à lui et il a fini d'être quasi complètement intégré dans le portail Azure. Alors j'ai déjà créé une ressource Custom Vision, je vais juste vous montrer comment j'ai fait. Donc je suis allé dans qui n'a jamais vu le portail Azure? Ça fait un peu peur au début. Mais vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Le portail Azure, c'est là finalement vous allez créer et gérer toutes les ressources que vous créez dans Azure. Vous n'êtes pas obligé de passer par le portail. On pourrait passer par des outils en ligne de commande, ce qui nous permet d'automatiser la création. On pourrait passer par des API, ce qui nous permet d'écrire du code qui va faire l'automatisation. Voilà, il y a d'autres moyens de faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, on a une barre sur le côté avec des raccourcis qui nous permettent d'accéder aux différents types de ressources qu'on veut créer, donc des bases de données, des sites web, ça c'est du stockage de fichiers. On a en haut une barre qui nous permet de rechercher n'importe quoi dans le portail Azure, si on ne veut pas s'embêter à aller dans tous les panneaux. On a de quoi nous faire remonter quelque chose qui n'est pas normal dans le portail. Voilà, pour une introduction très courte. Et un tableau de bord qui nous permet, notamment quand on travaille à plusieurs et qu'on a créé beaucoup de ressources, d'avoir une vue par projet ou par environnement, comme on le souhaite. Donc je vais aller sur Nouveau, je vais taper Custom Vision. Et mon clavier est encore passé en anglais. Voilà, Custom Vision. Donc là, il va me demander un certain nombre de choses, un nom de service, un abonnement, il faut bien payer, même ce qui est gratuit. Bizarre, mais il faut créer un abonnement. Ensuite, où on va déployer ce service-là. Donc les services cognitifs sont déployés dans un certain nombre de régions Azure. Donc il y a plein de manières de choisir la région Azure que vous utilisez. Est-ce que vous avez des contraintes de données, de data residency, que les données doivent rester sur un territoire précis. La latence, où sont vos utilisateurs? On va essayer de déployer les services au plus proche de vos utilisateurs. Puis après, il peut y avoir d'autres critères. Là, vous voyez une toute petite liste. On a 54 régions de mémoire Azure. Vous ne voyez pas 54 retail dans la liste parce que les services cognitifs ne sont pas déployés sur toutes les régions. Europe, un niveau de tarification. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, notamment pour Custom Vision, vous avez un tiers qui est gratuit. Donc vous voyez, c'est 2 transactions par seconde, 10 000 transactions par mois. Ce qui vous permet, si vous êtes développeur, de faire un petit test, ou voire même de faire un petit POC, un petit projet d'essai pour montrer à d'autres équipes chez vous ou à un client. Avec un peu de chance, vous pouvez rester dans ce tiers gratuit et donc faire un petit prototype sans le payer. C'est le cas pour la majorité des services cognitifs, surtout un tiers gratuit. Ça permet de faire pas mal de tests. Voilà. Et ensuite, il faudra un groupe de ressources. Donc ça, si vous êtes assez débutant en Azure, quand on crée une ressource Azure, on ne peut pas la créer comme ça dans l'abonnement, on est obligé de la créer dans une espèce de boîte, le groupe de ressources. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Oui. Donc là, voici. Et finalement, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout va se passer sur un autre site. Je vais vous montrer la page d'accueil, qui s'appelle customvision.ai.
Donc là, je me suis déjà connecté sur mon compte. Il va charger la liste des projets que j'ai, mais j'en ai beaucoup. Je reconnais plein de choses. Et j'ai créé un projet, alors ça je l'ai fait tout à l'heure, mais je vais en recréer un pour vous montrer aussi au début. Donc je vais donner un mot de design. Donc là il va me demander, mais au fait, tu veux le rattacher à quoi dans Azure? Il faut que les deux portails se parlent, donc c'est cette drop-down qui me permet de faire ça. Donc là c'est celle-là. Qu'est-ce que tu veux faire comme type de reconnaissance? Est-ce que tu veux labelliser une image, classifier une image? C'est-à-dire que je lui donne une image et à la sortie je vais avoir un résultat. Ou est-ce que tu veux, comme on l'a vu sur la démonstration précédente, me faire des carrés en me disant, ah ben sur l'image que tu m'as envoyée, j'ai détecté un verre d'eau, j'ai détecté une bouteille d'évian, etc. Et puis ensuite, est-ce que tu vas avoir un seul tag ou plusieurs tags, un seul label ou plusieurs labels par image? Et enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus le type d'image que tu veux reconnaître? Sur la nourriture, c'est juste monstrueux. Si on choisit une nourriture et qu'on reconnaît une nourriture, c'est assez fou. J'ai fait une démo pour... je vais beaucoup dans des conférences et de la nourriture pas forcément saine. Donc j'ai fait une appli pour m'aider à savoir si la nourriture est saine ou pas. Parce que je ne sais pas reconnaître entre une pomme et un Mars, j'ai du mal à savoir ce qui est bon pour moi. Et c'est assez fou. Vous verrez que ça se répète. Il y a, vous voyez, General Food Landmarks Retail, puis il y a à nouveau General Food Landmarks Retail. La différence, c'est compact. Compact, ça va vous donner peut-être un modèle d'un petit peu moins bonne qualité. Par contre, ça va vous permettre d'exporter ce modèle, notamment pour venir l'exécuter dans une application ou dans des caméras. On fait maintenant aussi des caméras où on embarque l'IA dans la caméra directement et la reconnaissance se fait au niveau de la caméra, pas au niveau d'un service ou d'un ordinateur qui serait branché. L'intérêt des domaines, c'est que c'est pré-entraîné, enfin, ce que vous avez utilisé en amont, ce que vous allez enrichir, c'est pré-entraîné par rapport à ce domaine-là, et du coup, ça différencie un peu la manière, la qualité que ça va avoir sur votre agenda. Donc là, j'arrive dans mon espace de travail, et alors juste pour vous montrer un petit peu quand même avant ce que j'avais préparé comme image, parce que là, pour le coup, il faut lui donner quelque chose, ça ne va pas marcher tout seul. Donc là, la démonstration, c'est de reconnaître des races de chiens. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé en fait des dossiers avec 30 images par race de chien. Donc, par exemple, si on prend un chihuahua, vous voyez, des images très variées de différents chihuahuas, et dans des images prises dans différentes conditions. Ça joue beaucoup le dataset d'entraînement de base. Il faut essayer de prendre des photos qui ressemblent aux photos que vous allez prendre quand vous allez devoir utiliser ce modèle-là. Si vous faites toutes vos photos d'entraînement sur votre bureau qui est blanc, et puis en fait, dans la nature, les gens vont l'utiliser sur une pelouse, vous risquez de suite d'avoir une qualité de reconnaissance qui est moindre. D'accord. J'avais fait pour notre conférence, si tu l'avais vu, j'avais fait une appli qui permettait de reconnaître si la personne avait le pouce en l'air ou le pouce descendu, pour faire un vote comme ça. Ça marchait super bien et j'ai un collègue antillais qui est arrivé qui a testé l'application, c'était un désastre. Après j'ai pris une photo de son bras et ça allait tout mieux, mais voilà. Et chose très importante, vous voyez que j'ai mis de côté un petit dossier avec marqué test 7. Ça en fait c'est des photos que je ne vais jamais donner à mon modèle. C'est-à-dire que je vais garder, imaginons que je vais dans la nature et que je prenne 50 photos de ce que je veux reconnaître, mais je vais toujours garder un petit morceau des photos que je ne vais jamais donner au modèle pour pouvoir tester ce modèle-là. En fait, le modèle, si on lui donne à détecter une photo qu'il a déjà reconnue, ben, il va dire oui, mais t'es sûr, à 100%, là pour le coup il va marquer 100%, il va dire oui, à 100% je suis sûr que c'est ça. Mais c'est parce qu'il a déjà vu cette image. Donc on ne peut pas tester qu'il a bien appris si on lui montre exactement la même chose. Il faut lui montrer une image différente. C'est pour ça que j'ai quelques images de côté. Alors comment je fais pour entraîner mon modèle Custom Vision? Ben, je vais ajouter des images. Donc je vais aller chercher les images de deux. Donc je peux les sélectionner tout d'un coup, là, les 30 d'un coup, et puis je vais dire
ce que c'est, donc ça c'était Eagle, je crois. Donc là, je vais uploader les 30 images de Google et je lui ai appris que c'était qu'à chaque fois qu'il voyait quelque chose qui ressemblait à ça, je voulais qu'il me dise que c'était un Google. Donc on va faire ça en fait pour toutes ces catégories, tous les labels. Donc là, si je veux lui demander de connecter Chihuahua, je prends tous les Chihuahua et je refais la même chose. Et donc là, vous allez avoir. Donc là, si j'ai de nouvelles images de Chihuahua, bien évidemment, je vais pouvoir faire ajouter des images. Et là, ici, je vais retrouver Chihuahua. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir passer par l'étape qui est d'entraîner le modèle. Ça reste un modèle de machine learning, donc les différentes étapes qu'on a dans la conception d'un modèle de machine learning restent les mêmes. Je vais devoir l'entraîner. Donc là, il y a deux types d'entraînement, fast et advanced. Fast, ça va soit me sortir un résultat en quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Advanced, on va pouvoir lui donner en fait une machine virtuelle dans Azure qui a une certaine capacité et on va pouvoir améliorer comme ça la qualité de prédiction. Souvent, on va d'abord travailler sur du fast, voire même on va mettre en production quelque chose qui est issu d'un fast training. Et puis quand on veut vraiment atteindre certaines données, ou alors quand on a un dataset qui est très très particulier, là on doit passer sur Advanced. Donc là, je vais le laisser s'entraîner. Donc là, j'ai fait que 2 catégories sur mon modèle. Je n'ai pas pris le temps d'envoyer toutes les races de chiens. Donc là, ça y est, il a calculé le modèle. Donc il a l'air très survenu sur ça. Et là, en fait, ce qu'il y a bien aussi dans Python Vision, c'est que finalement, même si je ne suis pas développeur, je vais pouvoir tester mon modèle de machine learning. Là, tout ce que j'ai fait, il n'y a pas besoin d'être développeur pour faire ça. Et dans le quick test, je vais pouvoir déjà tester mon modèle. Donc, tu veux faire la chanson? Donc là, voilà, 100%, ça c'est un Chihuahua. Et a priori, c'est pas du tout un GPS. Par contre, si je lui ai donné une autre image, qui est ni un Chihuahua, ni un berger allemand. Ah, mais je suis d'un Chihuahua, forcément. Ah oui, j'ai fait l'erreur. Ah, je lui ai donné une image qu'il connaissait, c'est pour ça qu'il a mis 100%. Bon, il a mis 100% aussi, mais. Sur la classifiée. Voilà, et si je mets ça. Par contre, ouais. Vous voyez, je vous disais, il faut faire attention à ce qu'on fait avec son modèle de machine learning. Là, il ne connaît que 2 choses. C'est-à-dire que les 2 options qu'il a, c'est Beagle ou Chihuahua. Donc, il n'y a pas je ne connais pas. Ça. Alors, ça c'est intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le 3e onglet, donc Training Images. C'est là où vous faites l'entraînement, vous rajoutez les images que vous allez apprendre au modèle. Performance, c'est là en fait où vous traînez le modèle et vous voyez ce qu'il donne. Et puis prédiction, vous allez voir les images qui ont été envoyées à l'API. Ça veut dire que si j'ai appelé cette API depuis une application mobile ou d'un site web, eh bien tout ce qu'ont fait les utilisateurs, toutes les images qu'ont essayé de prédire mes utilisateurs, je vais les retrouver ici. Et je vais pouvoir venir par exemple ici et lui dire, mais attends, non, ça c'était pas ça. Ça c'était un berger allemand. Et là je commence à entraîner le modèle avec une nouvelle catégorie. Ou alors je peux lui dire aussi, c'est négatif. Ça veut dire que c'est une image qui ne correspond pas à quelque chose que je souhaite détecter. D'accord? Ça prend immédiatement en compte Alors non, ça ne prend pas immédiatement en compte. Ça ne prend pas immédiatement en compte. Donc là, j'ai changé de modèle. J'ai fait un modèle où, comme vous le voyez, j'ai mis toutes les catégories que j'avais tout à l'heure. Et je retourne ici en prédiction. Et là, par exemple, il a bien détecté que c'était un Chihuahua. Je vais lui dire, ok, c'est bien un Chihuahua. Là, l'image va disparaître de ma liste. Alors, elle est là, mais c'est que j'ai utilisé 2 fois la même image. Ça, je vais lui dire. Et là, par exemple, il était à 99,9% de sélection d'un Chihuahua. Je vais lui dire, non, tu avais bien fait ton boulot. Alors, l'image n'a pas disparu. En fait, il faut retourner dans Training Images et revenu dans le workspace. D'accord? Et là, si je regarde, il y a itération 1 et workspace. Comme on sait qu'un modèle de machine learning, vous allez devoir faire des itérations dessus. Comme je vous ai dit, le mettre en production ou en test, laisser des utilisateurs ou des utilisateurs de test utiliser ce modèle, puis venir corriger le modèle et le faire réapprendre. Mais en fait, on a intégré
ce système-là directement en scène customisée. Donc vous avez déjà un système de workspace qui est le système courant, donc ça on ne peut pas tester ce workspace-là. Une fois que vous êtes content de votre workspace, on remet l'entraîne, on refait un entraînement. Et au bout de quelques secondes, il va me dire c'est bon, l'entraînement de cette itération 2 est faite. Et là je vais pouvoir à nouveau tester cette... voilà, là c'est fait. Et je vais pouvoir faire un quick test sur l'itération. Je peux même tester 2 fois l'image entre les différentes itérations pour voir si j'ai vraiment amélioré la qualité de mon modèle. Le dernier truc que je vais vous dire là-dessus, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on a bien travaillé, il faut l'exposer. Et donc pour ça, on peut aller sur Publish en choisissant pareil, le lien sur Azure. Mais en fait, ce que ça va nous donner, c'est une URL que l'on peut appeler. Comme je vous ai dit, tous les services connectifs, c'est derrière une API REST. Et donc, du coup, je peux prendre cette. Je crois que je l'ai déjà fait ici, image détection. Sélectionner un fichier, on va prendre. Je suis dans test 7, c'est bon, je vais prendre un hébergement. Je vais envoyer. Et là, il m'a bien détecté qu'a priori c'était un hébergement avec une probabilité qui était assez haute. Et une question là-dessus, les photos, il y a quand même toute cette qualité, les chiens bien centrés, etc. Notamment sur Central, en fait, on a besoin de centrer les photos, est-ce qu'il va faire un traitement automatique pour recadrer sur la zone qui va y Alors, il y a la dimension de la photo, c'est 320 par 160. On a des dimensions différentes de photos, vous voyez qu'il y en a qui sont plus carrées ou plus portées en paysage. Donc là, c'est vrai que normalement, quand on fait un modèle de custom vision soi-même, on essaie en fait d'avoir la même matrice en entrée, donc du coup, on a toutes les images qui doivent avoir la même dimension. On fait un procès pour ça. On n'est pas obligé de le faire ici. On a un service dans Azure qui permet de faire un cropping intelligent. Donc qui permet de dire, tu vas voir déjà dans le computer lisant, il y a un service de cropping. Après, les images, globalement sur question lisant, vous avez le droit à. Il n'y a pas de time max pour l'instant sur les images. Et il y en aura bientôt, mais c'est genre 4200 par 4200. Et en minimum, je crois qu'ils utilisent un peu tout type de taille, mais minimum 256 de hauteur ou de largeur minimum. Globalement, après, la zone d'intérêt dans la photo, le but c'est que le modèle sache la trouver et sache avoir un test assez complet et qui matche avec ce que vous allez utiliser derrière. Le recadrage n'est pas forcément intéressant à faire. Par contre, ce qu'on n'a pas vu là, c'est que dans la partie Object Detection, là vous taguez les zones, même pour la partie d'entraînement. Donc la notion de travail elle est faite plus sur ces zones-là qui sont taguées dans la histoire. Ça c'est de la classification, donc en fait on parle de toute l'image. Yes. Alors, on a. Là, vous avez vu comment utiliser un modèle d'IA pré-entraîné avec l'exemple de custom vision. Comment créer un modèle d'IA qui correspond à vos besoins, et sans mettre les mains dans le cambouis. Après, une fois que vous l'avez fait, ce modèle, il faut venir l'intégrer et l'exposer dans une application. Alors, vous pouvez bien évidemment prendre le chemin de l'API REST. En fonction des applications, ça va bien. Comme je vous l'ai dit, en fonction des applications, notamment mobile, vous pouvez récupérer en fait un modèle que vous pouvez exécuter localement. Donc à iOS, Android, des applications Windows, il y en a qui font de l'UWP, on peut aussi le faire là. Le cas d'usage principal en UWP, c'est HoloLens. Ça permet d'avoir une application HoloLens qui détecte les objets. On peut aussi l'exporter dans un conteneur Docker qui permet donc là aussi d'utiliser ce modèle de machine learning au sein du réseau d'entreprise ou dans des scénarios de qualité. Et là, l'idée c'est de vous parler d'une autre manière d'intégrer ça, et pour ça je vais faire une petite digression sur comment on en est venu en fait à faire du développement cloud. Donc on a commencé du dev on-prem, c'est-à-dire des serveurs installés à demeure, sur lesquels on a installé des serveurs web, serveurs de base de données, etc. Le cloud est arrivé à
avec Amazon en premier. Ce qu'ils ont fourni d'abord, c'est du IaaS, c'est-à-dire des machines virtuelles. On avait déjà commencé à faire des machines virtuelles dans le data center. Amazon est arrivé et vous vous occupez plus de vos disques, de vos machins, on mettez vos machines virtuelles directement chez nous, on s'occupe de tout. Ensuite, on est passé au PaaS, plateforme as a service. Le IaaS, c'est déjà bien, on a tout un tas de problématiques qui nous sont abstraites. On n'a pas à s'occuper d'une carte réseau défaillante, d'un disque dur qui crache, etc. Tout ça, c'est fait pour nous par quelqu'un d'autre. Mais par contre, il faut installer l'OS, il faut mettre à jour l'OS, il faut installer sa stack technique, il faut installer sa base de données, etc. Les services PaaS, vous abstrayez cette partie-là. Donc, les services PaaS sur Azure, par exemple Azure App Service, vous permet d'héberger votre application web, vous pushez votre code en faisant un FTP, en faisant un git push, votre code est sous Git. Et on va automatiquement installer votre stack, que ce soit du Java, du Node.js, du Python, du .NET, et on va maintenir le serveur de JS qu'il y a derrière, le Windows ou le Linux qu'il y a derrière, seront mis à jour par quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de nous. Pareil pour les bases de données. On a du SQL Server, du MySQL, du PostgreSQL as a service. Vous voulez créer une nouvelle base de données, cliquez droit, nouvelle base de données PostgreSQL, 50 Go, boum, c'est fait, c'est redondé, c'est occupé pour vous. De la vie. Et ça fait 6 mois, 1 an qu'on parle de plus en plus de serverless. Alors, contrairement à ce que ça peut laisser penser, il y a bien des serveurs derrière. On n'a pas créé un truc magique qui héberge l'application de base de données. L'idée, en fait, c'est que avec le PaaS, on vous a juste abstrait la complexité de maintenance d'un certain nombre de couches, et en fait, les couches, vous les avez en bas. Et c'est-à-dire qu'on vous a abstrait l'OS et un grand nombre de software et de stack technique. La maintenance, c'est tout ce qu'on vous a abstrait. Par contre, en termes de qu'est-ce qu'on a nous comme ressources pour servir votre application, ben finalement, le IaaS et le PaaS, c'est la même chose. Derrière, il y a une VM, quand vous créez une ressource PaaS, on crée une VM, on installe tout et on maintient tout pour vous. Mais du coup, on vous fait payer exactement ça. Et si votre site internet n'est pas utilisé en 10 heures par jour, ben vous payez ces 10 heures par jour. Voilà. Le but du serverless, c'est de répondre beaucoup plus facilement à la charge, notamment à l'équipe de charge, et d'avoir une facturation qui se rapproche de l'usage réel le plus possible. Un des services phares du serverless, c'est une fonction, notamment Azure Functions, où vous êtes appelé quand votre code s'exécute. Vous êtes facturé quand votre code s'exécute. C'est tout. Ça veut dire que si vous avez par exemple une Azure Function qui se réveille via un appel HTTP, si sur le mois il n'y a personne qui appelle votre service sauf le 31, ben vous allez payer les 10, 100, 1000, 1 million de requêtes qui sont exécutées le 31. Le reste du mois, vous ne serez pas facturé. Alors que dans le PaaS, vous allez monter un app service, qu'on l'appelle ou qu'on ne l'appelle pas, vous serez facturé pour le service. Et ça permet de créer en fait des modèles d'application complètement différents et qui permet de faire des fois des choses à des prix très restreints ou alors en levant un certain nombre de contraintes, notamment de scaling. C'est un nouveau type d'architecture de l'application. Et vous n'avez pas du tout à vous occuper, le dernier point, oui, je vais mettre ça devant, le dernier point c'est que vous n'avez pas du tout à vous occuper des serveurs ou du provisioning de capacité. Encore une fois, dans le PaaS, par exemple, quand je crée une base de données, j'ai besoin de donner la taille. Dans le serverless, vous avez besoin de donner la taille. Un app service, donc pour héberger par exemple une API REST que vous développez vous-même, un app service, vous allez lui dire ben voilà, je veux des nœuds de serveurs qui ont telle taille, tant de gigas, tant de CPU, etc. Et j'en veux 5. Ou je vais mettre de l'autoscaling en place pour réduire ou augmenter. Mais j'ai encore besoin de m'occuper finalement de quelle est la machine derrière qui exécute mon code. C'est plus le cas en serverless. En serverless, vous poussez votre code, votre fonction de code, et vous ne savez même pas sur quel hardware ça tourne. Et vous vous en fichez parce que si à un moment donné les ressources du hardware sur lequel on vous a provisionné sont complètement occupées, et bien on va déployer votre application serverless sur un deuxième serveur ou sur un dixième serveur, juste le temps d'exécution, et quand c'est fini, on rollback dans ces déploiements pour que vous payiez. Donc il y a plein de choses pour faire le serverless dans Azure.
Bon, déjà, il y a toute la partie outils développement qu'on ne va pas voir ce soir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez développer des applications serverless dans Visual Studio, dans Visual Studio Code. On a en local, notamment pour Azure Functions, pas forcément pour Logical que je vais vous montrer, mais pour Azure Functions, vous pouvez développer entièrement en local sans avoir accès à Internet. Et vous pouvez aussi héberger les Azure Functions en dehors d'Azure. Ce qui vous permet d'avoir un mode de développement qui vous permet par exemple d'être multi-cloud ou d'être aussi on-premise et cloud avec la même base de code. Tout ce qui est monitoring, etc. évidemment. Et ensuite on a un ensemble de services. Donc on a Azure Function, je vous en parlais, ça c'est globalement, vous voyez, vous prenez une méthode de code et vous allez la mettre dans quelque chose qui va exécuter votre méthode de code quand il y en a besoin. C'est vraiment ça Azure Function. On déploie pas un site web, on déploie juste une méthode de code qui peut faire appel à plein de librairies derrière qui ont plus de code, hein. Je ne sais pas limiter à 20 lignes de code maximum. Mais c'est ça le concept. Logical, je vais vous montrer, ça vous permet en fait de designer des workflows qui vont être exécutés, et on a un grand nombre de connecteurs qui existent qui vous permettent en fait de manipuler à l'intérieur de ce workflow d'autres applications ou d'autres services Azure. Ensuite on a EventGrid. C'est un petit peu un bus de message, si je devais le simplifier très fortement, qui permet en fait de déclencher des événements, de déclencher l'exécution des Azure Functions ou des Logical quand il se passe quelque chose. Soit quand il se passe quelque chose sur une ressource Azure, donc pour être un peu plus concret, c'est par exemple je vais envoyer un fichier sur Azure, dans ce cas-là je vais déclencher une Logical qui va venir analyser le contenu de l'image et me taguer ça dans une base de données pour dire que tu as une nouvelle image virtuellement qui a été rajoutée et c'est telle image. Et après, on a un ensemble d'autres services qui sont aussi en train de passer en serverless. Par exemple, on a en preview SQL Server serverless. Donc c'est un SQL Server sur lequel vous ne payez pas au provisioning, mais vous payez, alors c'est pas tout à fait la requête encore, SQL, mais